Les Confessions de saint Augustin, livre 11, chapitre 16, quel temps se peut et ne se peut pas mesurer. Toutefois, Seigneur, nous remarquons bien les intervalles des temps, et en les comparant ensemble, nous disons que les uns sont plus longs et que les autres sont plus courts. Nous savons aussi mesurer de combien un temps est plus long ou plus court que l'autre, et nous répondons, lorsqu'on nous en demande la différence, que l'un est le double de l'autre ou le triple, ou bien qu'il lui est égal. Mais nous ne mesurons que les temps qui passent, et à mesure que nous les voyons passer. Or, comment pourrait-on mesurer les temps passés puisqu'ils ne sont plus, ou les temps à venir puisqu'ils ne sont pas encore, si ce n'est qu'on voulut dire qu'on puisse mesurer ce qui n'est point? Lors donc que le temps se passe, on peut s'en apercevoir et le mesurer. Mais aussitôt qu'il est passé, on ne saurait plus le mesurer puisqu'il n'est plus. Chapitre 17. Où est le passé et l'avenir? Je n'assure rien, mon Dieu et mon Père, ce ne sont que des doutes que je propose. Assistez-moi, s'il vous plaît, et soyez mon guide dans cette recherche. Qui serait celui qui oserait dire qu'il n'y a pas trois temps, le passé, le présent et l'avenir, ainsi que nous l'avons appris étant encore tout petit et que nous l'enseignons aux enfants, mais qu'il n'y a que le temps présent à cause que les deux autres ne sont point? Ou bien dira-t-on qu'ils sont aussi, mais que le temps, lorsque de futur il devient présent, sort de quelque lieu caché et se va cacher dans quelque autre, lorsque de présent il devient passé? Car si les choses futures ne sont pas encore, où peuvent les avoir vécues ceux qui les prédisent, puisqu'on ne saurait voir ce qui n'est pas? Et ceux qui racontent les choses passées ne pourraient pas non plus les raconter s'ils ne les voyaient des yeux de l'esprit. Or, si elles n'étaient point en tout, on ne pourrait du tout les apercevoir. Il faut donc que le passé et l'avenir soient en quelque sorte. Chapitre 18. En quelle sorte le temps passé et l'avenir sont présents. Seigneur, qui est toute mon espérance, permettez-moi, je vous prie, d'approfondir encore davantage cette difficulté sans que je sois troublé dans l'attention d'esprit que j'y apporte. Je désire de savoir où sont les choses futures et les passées, si l'on peut dire qu'elles sont. Que si cette connaissance est au-dessus de moi, au moins je suis assuré qu'en quelque lieu qu'elles soient, elles n'y sont ni futures ni passées, mais présentes, puisque si elles y sont futures, elles n'y sont pas encore, et que si elles y sont passées, elles n'y sont plus. En quelque lieu donc qu'elles soient, et quelles qu'elles puissent être, elles n'y sont que présentes. Ainsi, lorsqu'on nous raconte des choses passées, si on les rapporte selon la vérité, on les tire de la mémoire, non pas les choses mêmes qui sont passées, mais les paroles qu'on a conçues des images de ces mêmes choses qui, en passant par nos sens, ont imprimé dans notre esprit comme leurs traces et leurs vestiges. Car mon enfance, laquelle n'est plus, est dans le temps passé qui n'est plus aussi. Mais lorsque je m'en souviens et que j'en raconte quelque chose, c'est sans doute dans le temps présent que je considère son image parce qu'elle est encore dans ma mémoire. J'avoue, mon Dieu, que j'ignore si c'est de la même sorte qu'on prédit l'avenir, l'image de ce qui n'est point encore étant déjà et se présentant à notre esprit. Mais je sais bien que nous prévenons souvent par notre pensée nos actions à venir, et que cette préméditation est présente, encore que l'action que nous préméditions ne le soit pas, parce qu'elle n'est pas encore avenue, et qu'elle ne sera que quand nous aurons entrepris et commencerons de faire cette action que nous avions préméditée, parce qu'alors elle ne sera plus future, mais présente. En quelque sorte donc qu'arrive ce pressentiment secret des choses futures, on ne saurait voir que ce qui est. Or ce qui est déjà n'est point à venir mais présent. Ainsi lorsqu'on dit que l'on voit les choses futures, ce ne saurait être elles-mêmes puisqu'elles ne sont pas encore. Mais c'est peut-être leur cause ou leurs signes que l'on voit lesquels sont déjà. Ainsi ce qui donne moyen de prédire les choses à venir n'est pas à venir mais présent à ceux qui le voient et qui s'en servent pour concevoir l'avenir. Comme aussi la pensée dont ils les conçoivent est déjà dans leur esprit, quoique ce qu'ils conçoivent et qu'ils prédisent ne soit pas encore.
Entre un si grand nombre de choses qui m'en peuvent fournir des exemples, je veux ici en rapporter un. Lorsque j'aperçois l'aurore, je prévois aussitôt que le soleil va se lever. Ce que j'aperçois est présent, et ce que je prédis est à venir, non pas le soleil qui est déjà, mais son lever qui n'est pas encore, et je ne pourrais le prédire si je ne l'imaginais dans mon esprit, ainsi que je fais maintenant lorsque j'en parle. Mais cette aurore même, laquelle je vois dans le ciel, n'est pas le lever du soleil, encore qu'elle le précède, ni cette imagination que je conçois dans mon esprit n'est pas non plus ce lever. Mais ce sont ces deux choses lesquelles sont présentes qui me font prédire le lever du soleil qui est à venir. Par conséquent, les choses futures ne sont point encore, et si elles ne sont point encore, elles ne sont point. Et si elles ne sont point, elles ne peuvent en aucune sorte être vues. Mais elles peuvent être prédites par les choses présentes qui sont déjà et qui sont vues. Chapitre 19. Il prie Dieu de lui faire comprendre en quelle manière les hommes connaissent les choses à venir. Mon Dieu, vous qui êtes le souverain monarque de toutes les créatures, apprenez-moi, je vous prie, en quelle manière vous faites donc connaître aux hommes les choses futures. Car c'est vous qui les avez fait connaître à vos prophètes. Quelle est cette manière par laquelle vous, pour qui il n'y a rien qui soit à venir, faites connaître les choses futures, ou pour mieux dire, faites connaître ce qu'il y a de présent des choses futures, puisqu'il est impossible de faire connaître ce qui n'est point. J'avoue que cette manière est si élevée au-dessus de moi que la pointe de mon esprit ne peut pénétrer jusque-là. Je suis incapable d'y atteindre par moi-même, mais il me sera facile par votre assistance si votre lumière m'est favorable et daigne éclairer les yeux de mon âme. Chapitre 20. Quel nom il faut donner aux différences du temps. Ce qui me paraît maintenant avec certitude et que je connais très clairement, c'est que les choses futures et les passées ne sont point, et qu'à proprement parler, on ne saurait dire qu'il y ait trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais peut-être on pourrait dire avec vérité qu'il y a trois temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. Car je trouve dans l'esprit ces trois choses que je ne trouve nulle part ailleurs, un souvenir présent des choses passées, une attention présente des choses futures et une attente présente des choses futures. Si c'est ainsi qu'on l'entend, je vois trois temps, et je confesse qu'il y en a trois. Néanmoins que l'on dise si l'on veut, comme on a accoutumé de le dire improprement, qu'il y a trois temps, le passé, le présent et l'avenir. Qu'on le dise si on veut, je ne m'en soucie pas, je ne m'y oppose pas, je ne le trouve pas mauvais. Pourvu toutefois qu'on entende ce que l'on dit et qu'on ne s'imagine pas que ce qui est à venir est déjà, ni que ce qui est passé soit encore. Car il est sans doute qu'il y a fort peu de choses dont nous parlions proprement et qu'il y en a plusieurs dont nous parlons improprement, mais on ne laisse pas néanmoins de comprendre ce que nous voulons dire. Chapitre 21. De quelle sorte on peut mesurer le temps ? J'ai déjà dit que nous mesurons les temps qui se passent afin de pouvoir dire « ce temps-ci est le double de l'autre » ou bien « ce temps-ci est égal à l'autre ». Et ainsi de toutes les autres parties du temps dont nous pouvons parler en les mesurant, ce qui fait voir que nous mesurons les temps lorsqu'ils se passent. Que si quelqu'un me demande comment je le sais, je réponds que je le sais parce que nous les mesurons et que nous ne saurions mesurer les choses qui ne sont pas, ainsi que les passés et les futurs ne sont point. Mais comment pouvons-nous mesurer le temps présent puisqu'il n'a point d'étendue ? Nous le mesurons lorsqu'il passe et nous ne le mesurons pas lorsqu'il est passé puisqu'il n'est plus pour pouvoir être mesuré. Mais quand nous le mesurons, d'où, par où et où passe-t-il ? D'où, sinon du futur ? Par où, sinon par le présent ? Et où, sinon dans le passé ? Ainsi il va de ce qui n'est point, par ce qui n'a aucune étendue, dans ce qui n'est déjà plus.
Que mesurons-nous donc sinon le temps dans quelques-uns de ces espaces? Car ce n'est qu'en distinguant les espaces du temps que nous disons qu'ils sont simples, doubles, triples, égaux, et ainsi du reste. Mais de quel espace nous servons-nous pour mesurer le temps lorsqu'il passe? Est-ce du futur d'où il passe? Mais nous ne saurions mesurer ce qui n'a pas encore d'être. Est-ce du présent par où il passe? Mais nous ne saurions mesurer ce qui n'a point d'étendue. Est-ce du passé où il passe? Mais comment mesurerons-nous ce qui n'est plus?